Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire national de Team & Co. On a un petit peu de temps pour que les participants qui ne sont pas encore connectés puissent se connecter. Je vous propose d'attendre encore 30 secondes avant de démarrer officiellement. On va commencer maintenant. Bonjour, je m'appelle Sylvain Brochard, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation à Brest et porteur au nom de la Fondation Ildis et de Frisbee du programme de l'expérimentation Article 51 Team & Co. Et on a le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce premier webinaire. En fait, l'expérimentation Team & Co a démarré il y a maintenant bientôt 18 mois. Et on a eu beaucoup de messages de familles, beaucoup de messages de professionnels de santé et beaucoup de messages de direction d'établissement et d'ARS pour en savoir plus sur Team & Co. Et à force de recevoir ces messages, on s'est dit que c'était bien d'organiser un événement pour tous, pour ces trois publics, ensemble, afin d'expliquer les enjeux de Team & Co et de mobiliser ce qu'on va appeler la communauté Team & Co autour de cet article 51. Aujourd'hui, on a 500 inscrits, ce qui montre qu'on est content, on est heureux de voir que vous avez répondu présent à l'appel et ça montre aussi l'intérêt qui existe pour Team & Co. Le programme qu'on va suivre, c'est un programme qui est assez simple. On va présenter l'article 51, on va ensuite présenter l'expérimentation, on va dire à 18 mois où on en est, on va laisser la parole aux parents partenaires de l'expérimentation, on va expliquer les enjeux pour les institutions, on va aller en atelier tous ensemble pour un temps de questions-réponses sur 3 ateliers différents. On va parler de la labellisation qui est un gros enjeu pour le futur et enfin des enjeux pour les familles. Vous serez aussi actifs en dehors des ateliers avec des petits sondages qu'on va tester très rapidement. Donc, on va commencer le programme de webinaire maintenant et la première personne qui intervient maintenant, ça va être Claire Auger-Gendre. Claire Auger-Gendre, est-ce que vous pouvez monter sur sur scène? Parfait. Et nous présenter, d'abord peut-être te présenter Claire, et puis présenter l'article 51, qui est un bel outil qu'on a aujourd'hui. Merci Sylvain, bonjour tout le monde. Donc, je suis Claire Auger-Gendre, je suis chargée de projet dans l'équipe nationale dédiée à Article 51. Et donc, j'ai le plaisir d'accompagner l'expérimentation Team & Co depuis le tout début, avant même qu'elle devienne expérimentation. Donc, je vais effectivement vous présenter l'article 51. Et si je vous dis 51, je pense que probablement vous ne pensez pas à l'innovation. Et pourtant, il y a 9 ans, face à un système de santé trop rigide pour répondre à l'urgence, désertification médicale, vieillissement de la population, tension hospitalière, une idée audacieuse a émergé sur la conviction que des solutions existent déjà sur le terrain. Et en fait, si on autorisait les acteurs de terrain à sortir du cadre, à déroger au droit commun pour aller expérimenter, tester de nouvelles organisations, inventer de nouveaux modèles de financement, mais avec une règle fondamentale, chaque expérimentation serait évaluée systématiquement, scientifiquement, pour transformer le système de santé sur des preuves. Un fonds dédié a été créé pour financer à la fois les projets et leur évaluation, et c'est ainsi qu'est né l'article 51 dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Donc, c'est un dispositif qui est... c'est la 3. Celle d'avant, pardon. C'est un dispositif qui est atypique parce qu'il repose sur un pari qui est fort, la co-construction, et il utilise les démarches d'intelligence collective, notamment au travers d'ateliers. Donc, pour faire simple, dans l'article 51, on met tout le monde autour de la table et on avance.
Donc, je vais vous inviter à aller regarder le rapport au Parlement et l'Atlas du 51 pour en savoir plus, parce que vous y verrez l'ampleur qu'a le dispositif aujourd'hui. Il n'y a pas que Timenco, il y a beaucoup d'expérimentations et vous pourrez aller voir où elles sont déployées et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, moi, je vous propose maintenant qu'on aille regarder un petit peu plus la vie d'un projet et puis on verra un peu après comment se passe la sortie. Donc voilà, donc vous pourrez aller regarder les rapports au Parlement. Donc, la vie d'un projet, donc vous voyez, c'est quand même un long chemin. Donc, on a passé la partie bleue pour Timenco, puisque maintenant, on est dans la partie… Alors, normalement, c'est orange, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu rouge, je ne sais pas. Donc, on est dans la phase expérimentale depuis le 2 septembre 2024, et on va être dans l'expérimentation pour 4 ans, avec un processus d'évaluation qui va durer tout le long de l'expérimentation. À la fin, on a deux instances qui vont se prononcer, un comité technique de l'innovation en santé et le comité stratégique de l'innovation en santé, qui se prononceront sur l'opportunité de généraliser ou de transposer en droit commun, mais ça peut être aussi un arrêt. Il ne faut jamais oublier que toutes les expérimentations ne sont pas transposées. Il y a beaucoup d'arrêts d'expérimentation. Je te propose qu'on aille voir le processus d'évaluation, puisque c'est quand même ça qui est un des points extrêmement importants du dispositif. Donc, l'évaluation, il est au cœur de notre dispositif. Elle a pour particularité d'être externe. Ce sont des évaluateurs qui sont totalement externes, donc elle est indépendante. Elle repose sur des principes de pragmatisme. Elle utilise une approche mixte, à la fois quantitative et qualitative. Et elle va regarder 3 grandes dimensions sur les expérimentations: la faisabilité, l'efficacité, l'efficience, la reproductibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va regarder si ça a fonctionné, si l'organisation a pu se mettre en place et si les expérimentateurs ont réussi à la mettre en place, si les objectifs sont bien atteints et à quel coût. Et enfin, si on peut tirer un modèle systémique de l'organisation de soins ou de l'offre à partir de l'expérimentation. Donc, on va avoir 2 grands temps. À mi-expérimentation ou 18 mois, lorsqu'on est sur une expérimentation longue, ce qui est le cas de Timenco, donc on va avoir une évaluation intermédiaire là, cet été. Et puis, en fin d'expérimentation, on aura le rapport final de l'expérimentation qui va être un des éléments déterminants de la sortie. Je te propose d'aller à la suite pour qu'on aille regarder comment se passe la fin de l'expérimentation. C'est une séquence qui est un petit peu longue. Elle va démarrer à peu près 9 mois avant la fin d'expérimentation, puisqu'on démarre par un atelier avec les expérimentateurs. Ensuite, on a un rapport final qui sera finalisé 4 mois avant la fin d'expérimentation. Nos 2 instances dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se prononcent sur en tout cas sur l'opportunité de généraliser. Et si ces avis sont favorables sur la base d'éléments d'évaluation bien évidemment positifs, on peut déclencher une phase de transition de 18 mois ou plus qui va permettre de maintenir l'innovation, puisqu'elle n'est plus expérimentation, mais elle devient innovation en déploiement pour qu'elle ne s'éteigne pas, le temps que les travaux de transposition se fassent. Et là, ce sont des travaux qui sont conduits par les directions du ministère et de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'article 51 est plus en retrait, il est toujours en appui, mais ce n'est plus lui qui a, comme, excusez-moi l'expression, mais les clés du camion. Et au bout de ces 18 mois, il y a un relais par le droit commun. Et concernant les voies de sortie possibles aujourd'hui, on a les 2 grandes voies de droit commun que vous connaissez, que sont les négociations conventionnelles. Bon, ça ne concernera pas trop Timenco. La voie réglementaire, avec notamment les arrêtés budgétaires des établissements. Et notre nouveau vecteur, qui est vraiment issu du 51, qui a fait émerger un nouveau vecteur de droit commun qui s'appelle le parcours coordonné renforcé. Peut-être que vous avez entendu parler de l'acronyme PCR, avec un parcours qui vient de sortir, qui s'appelle obésité complexe de 2e niveau. Vous en avez peut-être entendu parler aussi. Donc voilà, c'est les grands temps de l'expérimentation. Vous voyez que le chemin reste encore long et qu'il s'appuie fondamentalement sur les résultats de l'évaluation, mais pas que. On prend en compte le contexte, la soutenabilité à un instant T, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte.
mais néanmoins, il faut avoir une évaluation positive. Voilà. Merci Sylvain. Merci beaucoup, Claire. C'était difficile en 5 minutes parce que j'ai dû beaucoup... Bon, ça, c'est l'annexe, c'est pour ceux qui veulent regarder. Après, ça permet de poser les choses, c'est super. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une expérimentation et on est évalué, il faut que ça se passe bien. Merci beaucoup, Claire. Alors, on va faire appel à tout le monde. On a besoin d'avoir un petit retour de votre part. On va lancer un sondage. Donc, on a un responsable des sondages, c'est Antoine. Et du coup, il va lancer un sondage auquel vous pouvez normalement tous répondre, dont la question est assez simple. Diriez-vous que vous connaissez Timenco plutôt très bien, moyennement, peu ou pas du tout? Donc, normalement, ça apparaît au milieu de votre écran. Et nous, ça nous permet de savoir où vous vous situez et sur l'ensemble des inscrits, le niveau de connaissance qu'il y a aujourd'hui dans Timenco. Alors, on se dirige vers un moyennement avec 19% qui sont plutôt très bien et pas mal de gens aussi qui ne connaissent pas du tout et qui viennent découvrir aujourd'hui avec nous Timenco. Et on remercie du coup de venir. Donc, on espère, notre objectif du webinaire, c'est vraiment que vous repartiez avec une connaissance du coup très bonne de Timenco et que l'ensemble de personnes que vous êtes, vous repartiez avec ça. Donc, n'hésitez pas, posez des questions pour en savoir plus. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire ensemble aujourd'hui. Et la deuxième présentation va porter plus sur la présentation de Timenco en soi. Et je vais faire appel à Marion, qui doit monter sur scène. Fantastique. Marion, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Marion Boménic, je suis pédiatre à Angers, au SMR pédiatrique Les Capucins, un des centres porteurs de l'expérimentation nationale. Et on a décidé avec Marion de vous faire cette présentation à 2 voix. Et c'est moi qui ouvre le bal, donc je me lance. L'expérimentation, elle s'appelle Timenco. Pourquoi? Parce que thérapie pour l'enfant basée sur l'apprentissage moteur et centrée sur les objectifs. Donc ça, c'est vraiment clé pour nous. On est face à une expérimentation dont tout est dans le titre. Et notre idée, notre envie, c'est de les mettre en place. Alors, pourquoi ces thérapies et pourquoi les enfants avec paralysie cérébrale? Il faut savoir qu'en 2021, on a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour les enfants avec paralysie cérébrale. La Haute Autorité de Santé, c'est celle qui dit ce qui est recommandé en France, basé sur la littérature internationale, ce qui est recommandé en France pour les soins dans le secteur sanitaire et même d'ailleurs dans le secteur médico-social, sur l'ensemble des programmes de santé. Et dans ces recommandations HAS, il y avait des recommandations de grade A, de grade B et de grade C que je vous ai mis à droite ici. Et on peut en lire juste une. Il est recommandé de proposer un programme de rééducation et d'adaptation intensive incluant les principes de l'apprentissage moteur de 60 à 90 heures, intégrant des interventions rééducatives ciblant des objectifs fonctionnels de la vie quotidienne. Et là, vous reconnaîtrez tous les mots-clés de Timenco. On est vraiment dans le cœur de ce qui est recommandé aujourd'hui. Donc, en 2021, quand les recos sont sortis, il y a très, très peu de centres qui pratiquaient concrètement ces thérapies, alors qu'en fait, elles sont recommandées. Et que sont recommandées avec un très bon niveau de preuve. Donc, on a dans la paralysie cérébrale un bon niveau de preuve, on a de l'évidence scientifique qu'il faut que ces thérapies arrivent. Par contre, ce qui n'était pas le cas, c'est que peu de centres étaient organisés pour que ces thérapies arrivent. Et que l'argent qui avait permis que ça arrive un peu en France était plutôt de l'argent de la recherche. Et l'article 51, c'est exactement comme ça qu'on a avancé. On a un objectif et on veut voir du coup comment on va implanter ces thérapies et comment on va donner accès de façon expérimentale à ces premiers enfants avec paralysie cérébrale aux thérapies intensives. 2 ans d'écriture de projet et une sortie officielle au journal officiel le 24 mai 2024. Et le premier enfant de Timenco,
c'est 2 septembre 2024. On va très rapidement aller sur le fait qu'on a les enfants avec GMFCS 1, 2, 3, 4 qui sont inclus dans les thérapies intensives aujourd'hui. Ces enfants, c'est ceux qui sont représentés à droite. Que les thérapies, elles sont guidées par l'objectif, respectent les théories d'apprentissage moteur, qu'elles nécessitent une logistique particulière, qu'il y a un besoin de référent thérapie, qu'il y a besoin de 1 ou 2 thérapeutes en face de chaque enfant et qu'il faut absolument qu'elles soient ludiques et fonctionnelles. Et ce qui compte, c'est qu'on comprenne que ces thérapies, elles donnent 5 nouvelles capacités motrices qui augmentent l'autonomie des enfants dans un stage de 15 jours. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est des objectifs de capacité motrice qui ont été décidés ensemble avec la famille. Et pour aller dans le cœur du réacteur, on vous propose d'aller à Angers dans ce petit film qui a été fait Il y a encore quelques jours, Hugo ne savait pas faire de vélo sans l'aide d'un stabilisateur. Atteint de paralysie cérébrale, il a découvert de nouvelles sensations. Avec l'aide de ses 2 thérapeutes. C'est le premier stage que je fais où il y a un objectif que je tiens à cœur. On a travaillé sur freinage, virage, contrôle, quoi. Et après, j'ai eu l'équilibre. Le fait d'avoir beaucoup de jeux bimanuels où il est tout le temps en action, il en oublie en fait quelque part son handicap, il est pris dans le jeu et c'est là où il va engager des compétences motrices qui pour lui n'étaient pas suffisamment efficientes, donc en fait qu'il n'utilisait pas. Et donc on va les renforcer. Un accident survenu à la naissance limite les gestes du quotidien de cet enfant de 8 ans. Hugo suit une séance de kiné et d'ergothérapie par semaine, mais c'est avec ce stage de rééducation intensive que les progrès sont les plus spectaculaires. Il utilise davantage sa main gauche depuis que le stage a commencé. Là. C'est plus son ennemi. Ouais. Voilà, alors que c'est la main qui est quand même la plus touchée, la plus empêchée. Quoi. Ça nous a aidé à le projeter un peu, aussi. C'est impossible d'accéder à ces progrès-là avec une thérapie classique. Durant 15 jours, les enfants sont encadrés et stimulés par des professionnels de santé. Enfiler un vêtement, tenir une cuillère, tout se fait par le jeu, des objectifs simples obtenus par la répétition. Super, ça. Très bien. L'objectif, c'est de remplir le percolateur et ensuite d'appuyer sur le bouton de la machine à café. Pour aider papa à faire le café de papa. Ellie, regarde bien ce que tu fais. Regarde en bas. Une étude a prouvé l'efficacité de ce programme thérapeutique initié à Brest, Lyon et Angers. Une nouvelle étape a été franchie puisque la sécurité sociale finance désormais l'expérimentation. Ça permet vraiment de déployer à grande échelle quelque chose qui avait été fait uniquement en recherche. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, et c'est de voir aussi si le modèle est transposable, puisque les 3 centres porteurs étaient en capacité de le mettre en œuvre assez vite, et les 3 centres porteurs accompagnent d'autres centres pour voir si c'est possible de le dupliquer, de le disséminer assez facilement. D'ici à 2028, 600 enfants de 2 à 17 ans pourront bénéficier de ces stages en France métropolitaine et à La Réunion. Alors, merci Marion, ça va être à toi. Et juste avant, on va préciser que dans le film, du coup, il y a une erreur. Ce n'est pas la sécurité sociale qui finance, c'est bien un fonds pour l'innovation qui finance du coup, ça. Mais tout le reste, pour le coup, est bon. Marion, je te laisse la parole. Oui, tout à fait, parce qu'on va expliquer un peu plus en détail les modalités de cette expérimentation et ses objectifs, puisque vous avez vu là dans la petite vidéo que Hugo a l'air hyper content et ses parents aussi de pouvoir bénéficier de cette thérapie, mais vraiment l'expérimentation, son objectif, c'est de voir si le modèle médico-économique peut être déployé, s'il peut être organisé et s'il peut tenir. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est de mettre en place et d'évaluer ces thérapies avec des hypothèses de forfait patient. Ça signifie qu'on a essayé d'édicter des hypothèses de financement et d'organisation de tels stages selon en fait l'âge des enfants et selon la sévérité de leur atteinte, qu'elle soit bilatérale, unilatérale, et en déployant un accès à ces thérapies par le biais d'un guichet national, c'est-à-dire une candidature qui est centralisée et ensuite redécliner vers les territoires pour essayer de favoriser un accès pour tous et en s'organisant dans les territoires avec tous les intervenants, donc les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux et les professionnels du libéral.
Ce sont 3 régions porteuses qui aident ensuite 3 régions à décliner également la même organisation. Ça, c'est pour voir le côté réplicable. Et c'est également réfléchir, dans l'hypothèse d'une transposition ensuite dans le droit commun, de réfléchir en fait aux conditions nécessaires pour que cela puisse se décliner encore davantage à l'échelle nationale. Vous voyez donc là ici les 3 hypothèses de forfait, c'est-à-dire en fait les 3 types de stages qui sont déclinés pour les enfants. Ils sont appelés type 1, type 2 ou type 3, selon l'âge d'abord. Il y a des stages pour les enfants de 2 à 5 ans, que leur situation de paralysie cérébrale soit unilatérale ou bilatérale. Il y a un volume d'heures qui est moindre que pour les plus grands, puisque les 2 autres types de stages, ce sont les 6-18 ans, notamment du fait d'un temps de repos en début d'après-midi. Il y a un nombre d'intervenants qui est plus important chez les enfants jeunes, puisque vous voyez qu'il y a 2 intervenants pour un enfant, alors que chez les plus grands, cela dépendra de leur atteinte. Si c'est unilatéral, il y a 1 intervenant par enfant, bilatéral, 2 par enfant. Et vous voyez également les montants de ces parcours qui sont assez onéreux, puisque ce montant-là, c'est pour un enfant. Cela permet de bien rémunérer toutes les personnes qui interviennent auprès de l'enfant, qu'elles soient bien toutes formées et compétentes, puisqu'il y a des intervenants, et ces intervenants sont coachés, supervisés par des référents thérapie. On devrait voir apparaître, je pense, la carte de France, avec du coup les 3 régions qui sont à l'initiative de cette expérimentation, que sont Brest, Lyon et Angers, qui accompagnent Reims, Toulouse et La Réunion. Donc, ce sont les 6 centres qui sont impliqués dans l'expérimentation. Et vous voyez qu'il y a l'idée que peut-être à l'avenir, cela puisse se décliner davantage, puisque c'est bien loin de couvrir tout le territoire. Aujourd'hui, ce sont des établissements SMR et des centres hospitaliers qui portent cette expérimentation, mais à l'avenir, le modèle n'est pas inscrit forcément dans le sanitaire, il pourrait s'envisager dans le médico-social ou peut-être même dans le libéral. Cela sera évalué en fin d'expérimentation. L'objectif serait bien sûr de répondre à un grand nombre de demandes, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas possible de répondre à l'ensemble des enfants en situation de paralysie cérébrale, avec l'idée également qu'un seul stage ne suffit pas au cours de l'enfance. Et vous voyez que l'expérimentation permettra à terme de répondre à une offre de stage pour 600 enfants, avec une augmentation progressive du nombre de stages par année, puisque à l'issue, vous voyez, sur l'année 4, lorsque les 6 centres seront engagés, l'idée est de déployer 4 stages pour 10 enfants à la fois dans les 6 centres, soit 240 enfants. C'est déjà assez impressionnant de pouvoir mettre cela en œuvre, puisque c'est une immense organisation logistique, mais c'est bien loin de répondre à toutes les demandes. Effectivement, si on regarde l'ensemble des demandes aujourd'hui, sur les fourchettes qui sont annoncées par soit la Sécurité sociale, soit par la prévalence, on est entre 13 et 20 000 enfants avec paralysie cérébrale. Je vous rappelle qu'il y a 125 000 personnes qui vivent avec une paralysie cérébrale en France aujourd'hui. Il y a 100 000 adultes à côté. Ça fait que si on se dit qu'il y a 15 000 enfants avec paralysie cérébrale en France et que tous les enfants doivent avoir au moins une fois un stage, alors il faut qu'on se mette collectivement tous à organiser 1500 stages de 10 enfants. 1500 stages aujourd'hui, je vous rappelle, on est capable d'Antimenco en 4 ans de faire 60 stages. Donc ça veut dire que l'effort, il va forcément être collectif et national. On peut essayer de voir les choses peut-être de façon moins impressionnante en se disant qu'il existe 1500 nouveaux enfants avec paralysie cérébrale par an en France et que du coup, si on raisonne en termes de nouveaux enfants, de files actives, ça voudrait dire que pour que chaque nouvel enfant qui a une paralysie cérébrale au cheveu et qui est né en France aujourd'hui, il faudrait qu'on organise 150 stages de 10 enfants par an. 150 stages, c'est quelque chose qui devient du coup plus faisable. Et si on se dit que notre maximum, ce serait que chaque site en France puisse organiser 40 enfants dans l'année, enfin des stages pour 40 enfants dans l'année, c'est-à-dire 4 stages, qui est le modèle de Timenco aujourd'hui et qu'on va tester, ça voudrait dire que demain, il faut 37 sites pour couvrir le fait qu'il y ait un stage pour les nouveaux enfants avec paralysie cérébrale. Je vous rappelle que dans Timenco, on est 6 sites. Donc nous, on le voit vraiment comme un point de démarrage. On espère qu'on va mettre cette expérimentation avec un succès. Et on a besoin du coup que ce soit un succès pour que demain, on puisse ouvrir
les autres sites qui seront offreurs qui permettront une offre de soins du coup de type Team & Co. C'est vraiment un effort collectif. Et c'est pour ça, quand c'est une grosse machine, alors je vous montrerai rapidement l'organigramme, hein, ce qui compte ici, c'est que l'expérimentation, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont impliquées, tous les établissements qui sont impliqués, qui sont écrits en bas, ils rendent des comptes à la CNAM, à l'équipe article 51, aux ARS, aux directions des ministères, pour que demain, ça puisse être des thérapies qui touchent tous les enfants à l'échelle nationale. Au niveau du parcours, pour revenir plus sur les enfants en eux-mêmes et les familles, le parcours, il démarre au niveau d'un guichet national. Et derrière ce guichet national, on a une équipe nationale avec secrétaire, avec coordinateur de parcours, qui sont du coup des acteurs qui rendent possible l'entrée dans le parcours. Et ensuite, vous voyez très vite, il y a la possibilité d'avoir une réunion de concertation pluriprofessionnelle nationale pour les situations les plus compliquées. On a la possibilité d'avoir dans le parcours une RCP locale qui va dire si effectivement il est possible ou pas de rentrer dans un stage donné au cours de l'année. Et ensuite, il y a le stage en soi. Et à chaque étape du parcours, en fait, on a forfaitisé, on a fait des hypothèses budgétaires de fonctionnement pour que l'ensemble de ce parcours puisse avoir lieu. Et Marion, c'est à toi. Concrètement, comme je le disais, c'est une grosse logistique. Il y a surtout un défi en ressources humaines qui est majeur, puisque de façon ponctuelle, plusieurs fois dans l'année, à l'occasion des stages, il va falloir recruter, en regard de l'arrivée des enfants, autant d'intervenants que nécessaire, à savoir selon les âges et les atteintes, ça peut aller de 10 à 20 personnes pour décliner les stages, mais également que ces personnes-là soient encadrées par des référents thérapies. Donc, vous voyez ici sur ce tableau toutes les villes qui sont impliquées pendant l'expérimentation au cours des 4 années et donc le nombre d'intervenants à recruter qui est assez impressionnant, ce d'autant qu'il s'agit de contrats très courts puisque c'est pendant la durée du stage des enfants qui est de 2 semaines, alors même que pour les enfants, il y aura une étape qui précède le stage qui est l'évaluation, avec la définition des objectifs, puis une étape qui succède au stage, qui est à nouveau une évaluation, et également une synthèse vers les personnes qui accompagnent l'enfant en proximité au quotidien toute l'année. Donc, vous voyez, il y a vraiment un enjeu dans les territoires de trouver des personnes compétentes et motivées pour cette dynamique, avec des personnes issues en fait, de tous les secteurs, sanitaire, médico-social, libéral. Essentiellement, ces intervenants sont des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes, mais également des psychomotriciens et des enseignants en activité physique adaptée. Ce qui représente du coup pour les institutions, pour les établissements, un défi RH très important puisque il peut y avoir donc des professionnels issus de divers secteurs avec des conventions à mettre en place. L'hypothèse de budget avait imaginé qu'il y aurait à peu près 1/3 de personnes qui seraient issues plutôt du libéral et 2/3 issues des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux. Vous voyez que les étudiants ne sont pas envisagés dans le cahier des charges. L'idée était bien de pouvoir rémunérer chaque personne auprès des enfants. Dans l'expérimentation, il y a une place importante qui est donnée aux familles. C'est capital que les familles soient impliquées dans la gouvernance et jusqu'à la réalisation des stages. Au cours des stages, il y a des ateliers qui sont proposés aux parents en parallèle des stages pour leurs enfants et qui sont co-animés par l'équipe locale qui reçoit le stage et des parents partenaires. Il y a des parents partenaires également à l'échelle nationale, vous les entendrez tout à l'heure. Selon les territoires, il peut y avoir parfois des patients partenaires. Bien sûr, on a rarement des enfants partenaires qui animent des stages. Ils sont trop jeunes pour cela en général, mais les parents partenaires sont très impliqués. Ce sera décliné dans l'atelier avec les familles parce que c'est une question vraiment qui nous anime et qui est importante à soutenir. Les difficultés principales, ce sont celles du statut. Est-ce que ces parents partenaires sont bénévoles? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont auto-entrepreneurs? Le débat est en cours puisqu'il s'agit d'une expérimentation. Pour l'instant, nous n'avons pas toutes les réponses.
Merci Marion, c'est la fin de notre duo et c'est Emmanuel Philly, qui est du coup la chef de projet de Team Enco, qui va nous dire où on en est aujourd'hui sur les 18 mois qui viennent de passer. Mais avant ça, on a un petit sondage. Et Antoine, je te remercie de lancer le sondage. La question qu'on vous pose, c'est: une famille souhaite rejoindre l'expérimentation Team Enco pour son enfant. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la porte d'entrée pour engager cette démarche? Ça nous permet de voir un peu votre niveau de connaissance aussi. Je vous remercie beaucoup de jouer le jeu et de cliquer sur là où vous vous sentez le plus à l'aise de répondre. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. On voit que la tendance est plutôt sur le fait de connaître déjà la voie pour inscrire les enfants à 42% et du coup encore des personnes qui souhaitent avoir des précisions. Et donc ça va être l'enjeu de la présentation qui suit. Donc je m'appelle Emmanuel Philly, je suis chef de projet national de l'expérimentation Team Enco et aujourd'hui je vais vous partager l'avancement de l'expérimentation à 18 mois. Donc, pour rappel, le projet a démarré en 2024 avec la publication du décret au journal officiel. Et rapidement, il a été lancé sur les 3 sites porteurs avec la mise en place d'une vingtaine de groupes de travail. Donc, ces groupes de travail, ils étaient nécessaires bien pour passer d'un cahier des charges à une mise en place réelle qui va au-delà du fait de proposer la thérapie aux enfants. Il y a toute une logistique autour, comme l'expliquait Marion auparavant. Donc, il a fallu développer le guichet national, s'organiser et harmoniser nos pratiques tant sur le plan RH que sur la mise en place des RCP nationales et locales. Et puis, Marion a pu vous l'expliquer aussi, il y a un fort enjeu au travers de ce projet de développer le partenariat en santé. Donc, première année, plutôt une mise en place sur les sites porteurs avec une première inclusion d'enfants à partir de septembre 2024. Et puis, rapidement, il a été lancé également sur 3 autres sites. Donc, lancement du projet dès mars 2025, avec donc un accompagnement par les sites porteurs auprès des villes de Toulouse, La Réunion et Reims. Nous arrivons aujourd'hui en 3e année de l'expérimentation. Team Enco est déployé sur l'ensemble des villes maintenant. Et nous entrons dans une phase de montée en charge avec un renforcement des partenariats locaux. L'année 4, elle sera consacrée plutôt à la consolidation. Et donc, comme je l'expliquais, l'objectif, c'est vraiment de monter en charge progressivement en passant de 1 stage, 2 stages, pour arriver en dernière année à 4 stages par an et par site. Donc, l'idée étant d'accueillir 40 enfants par site. En parallèle de la mise en place de ces stages, on est dans un cadre expérimental. Claire Auger-Jean vous l'a expliqué tout à l'heure. Le projet il fait l'objet d'une évaluation en 2 temps. Une phase intermédiaire, qui est actuellement en cours, puis une évaluation finale en 2027 et 2028. L'objectif, il est très clair, c'est de démontrer l'efficacité, l'efficience et la reproductibilité du modèle que nous proposons en vue d'une généralisation nationale. La fin de l'expérimentation est prévue pour novembre 2028. Si on s'intéresse maintenant aux différentes étapes du parcours Team Enco, on note que le guichet national a enregistré 418 demandes. Donc, le guichet national, c'est un formulaire unique d'inscription où les familles et les professionnels peuvent déposer une demande de participation à l'expérimentation. Et donc, à 18 mois, nous avons reçu 418 demandes sur la plateforme. Quand on regarde de plus près les enfants pour lesquels un dossier a été déposé, on constate que l'âge moyen est de 5,6 ans, avec majoritairement des enfants présentant une atteinte unilatérale. Près de 75% de ces enfants présentent également un trouble associé, ça peut être de l'épilepsie, une déficience intellectuelle, des troubles visuels ou d'autres troubles. On constate également que les moins de 6 ans représentent près de 60% des demandes. Et quand on s'intéresse à la provenance de ces enfants, on remarque que la majorité d'entre eux proviennent des régions pilotes, mais qu'on a déjà une ouverture à d'autres régions. Et donc, on a des enfants qui sont issus aujourd'hui de l'ensemble du territoire français. Une fois que les dossiers ont été déposés sur la plateforme, nous allons ensuite les analyser par une équipe nationale, et en particulier, c'est Morgane, coordinatrice nationale des parcours, et Valérie, secrétaire médicale, qui vont étudier les dossiers.
Ils seront soumis ensuite mensuellement en réunion de concertation pluridisciplinaire si un avis collégial est nécessaire. Donc, à ce stade, 95% des dossiers sont éligibles. Les refus sont limités et concernent le diagnostic ou le score de GMFCS. On constate qu'il y a donc une adéquation plutôt bonne entre les demandes et les critères. Une fois que l'éligibilité a été reconnue, le dossier est transmis au niveau local. Donc, le dossier va arriver dans chaque équipe locale d'après les souhaits émis par les familles. L'admission, elle est réalisée par une équipe en réunion de concertation pluriprofessionnelle et elle repose sur l'historique des stages qui ont déjà été réalisés par l'enfant, l'origine géographique et la cohérence du projet de soins et de vie. À 18 mois, 14 stages ont été réalisés. On a 139 enfants qui ont été accompagnés avec une majorité d'enfants de moins de 6 ans. Et donc, ce chiffre, il est notamment lié au fait que les premiers stages qui ont été proposés sur Team & Co s'adressaient davantage à cette tranche d'âge. Mais l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir proposer des stages aux enfants plus âgés, donc de plus de 6 ans. L'âge moyen des enfants admis est de 6,2 ans et les enfants proviennent de 13 régions différentes. 75% des enfants sont issus des régions pilotes. On vous a également indiqué la facturation moyenne du parcours complet qui avoisine les 14 700 € par enfant à ce jour. Donc, ce chiffre est à prendre avec des pincettes dans la mesure où donc le coût est un petit peu plus élevé que l'hypothèse initiale, mais tout simplement parce que nous sommes encore dans une phase de démarrage. Plus on va inclure d'enfants et se stabiliser, plus ce coût va diminuer. Quand on s'intéresse maintenant aux équipes, pour réaliser ces 14 stages, nous avons mobilisé 223 professionnels de 4 disciplines et 21 établissements sanitaires et médico-sociaux ont pu participer par des mises à disposition de professionnels. Il y a également une forte mobilisation du secteur libéral avec plus de 50% des effectifs. Cette dynamique pluridisciplinaire et intersectorielle apporte une richesse multiple, à la fois par une montée en compétences des regards et également des regards croisés entre professionnels sur les parcours. Mais cette approche intersectorielle est indispensable pour assurer le déploiement des stages. Donc, pour qu'on soit en capacité d'accueillir 40 enfants par an par site, ce maillage régional, ce décloisonnement interprofessionnel et intersectoriel est absolument nécessaire. On a encore pas mal de chemin à parcourir. L'enjeu pour les prochaines années va être maintenant de changer d'échelle pour atteindre notre cible de 24 stages en dernière année, c'est-à-dire 4 stages par site et par an. L'enjeu va également porter sur notre capacité à consolider et à éprouver le modèle dans le temps, à la fois sur les aspects organisationnels, économiques, et être capable de développer et de stabiliser la coopération intersectorielle. Enfin, au-delà de l'inclusion des 600 enfants, puisque c'est notre cible au sein de l'expérimentation, il y a un enjeu qui est primordial, c'est celui d'arriver à faire remonter les besoins de tous les enfants avec paralysie cérébrale via le guichet national, pour témoigner de la nécessité que ces thérapies arrivent partout et pour tous. Et donc, pour cela, on vous a remis le lien du guichet national. Vous l'aurez compris, c'est la porte d'entrée à la fois pour inscrire les enfants, mais aussi pour faire remonter les besoins et qu'on soit capable réellement de mesurer combien d'enfants sont concernés aujourd'hui en France. Vous avez également les contacts de Valérie, de Morgane qui vous accueilleront et qui pourront vous informer davantage sur la procédure pour inscrire les enfants. Et puis, on vous invite à visiter le site internet Team & Co pour accéder au guichet national. C'est également la voie d'accès pour les professionnels qui souhaitent participer au stage. Il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour vous manifester et pouvoir participer au stage. Enfin, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vais passer la parole à mes collègues Christelle et Delphine, que je vais inviter à monter sur scène. Donc, Christelle et Delphine qui sont chargées de mission de partenariat et elles vont vous expliquer en quoi consiste le partenariat en santé au sein de Team & Co. Je vous passe la parole.
Bonjour à tous. Alors, j'ai un petit problème de connexion, donc je suis désolée, j'ai été obligée de couper ma caméra. Mais je voulais vous dire qu'avec Delphine, donc déjà, on va se présenter rapidement. On est toutes les deux maman partenaire sur le projet et maman d'un enfant avec paralysie cérébrale. On est très émus d'être avec vous aujourd'hui dans ce rôle de maman partenaire. Derrière cet écran, il y a beaucoup de familles, de personnes concernées qui nous sommes chères et c'est aussi avec elles que nous avons envie aujourd'hui de prendre la parole. Il y a aussi beaucoup de professionnels de santé engagés qui, depuis le début, nous accompagnent pour faire bouger les lignes avec nous. On va pouvoir passer à la slide suivante. Il y a un petit décalage, un petit temps de latence. Alors, avant de présenter nos rôles avec Delphine et nos missions dans l'expérimentation de Team & Co, on voulait déjà faire un petit préambule sur c'est quoi le partenariat en santé, parce que ça parle pas, tout le monde ne connaît pas forcément. Et donc, le partenariat en santé, c'est vraiment passer d'un système qui fait pour les personnes à un système qui construit avec elles. C'est reconnaître que les patients et leurs familles ne sont pas seulement des bénéficiaires des soins, mais qu'elles sont aussi des acteurs à part entière du système de santé. Et donc, le partenariat en santé, il s'appuie sur la complémentarité et la reconnaissance entre les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels du vécu de la maladie. Et je laisse Delphine reprendre pour la slide suivante. Tout à fait, merci Christelle. Donc voilà, comme Christelle vous l'a dit, ce partenariat, aujourd'hui, il s'inscrit vraiment dans Team & Co comme une vraie transformation de posture et des positions des gens. Depuis vraiment la genèse, la création de ce projet, la place des parents partenaires et des patients partenaires, elle a été pensée à tous les niveaux. Elle a été budgétisée et elle a été vraiment intégrée dans le cahier des charges. Ce cahier des charges, il a été co-construit notamment avec un parent partenaire également. Et les professionnels et les porteurs. Vous l'avez compris, donc les parents et les patients partenaires, ce sont des membres à part entière de l'équipe, chacun dans leur rôle et dans leur mission, mais au même titre que les professionnels de santé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir placer les besoins des familles et des patients vraiment au cœur des réflexions, ça venait de soi. Pour co-construire aussi et construire des réponses plus justes, plus adaptées vraiment au terrain, à ce qu'on vit, pour améliorer évidemment la pertinence des décisions, mieux comprendre le vécu des familles et puis rendre les parcours beaucoup plus lisibles en fait pour tous. Voilà, donc vous l'avez compris, le partenariat en santé, c'est pas demander l'avis des familles, mais c'est vraiment décider avec elles. Et donc, si vous voulez bien, je vais redonner la parole à Christelle pour qu'elle vous explique un petit peu les rôles et les missions des parents partenaires et des patients partenaires dans le cadre de l'article 51 Team & Co. Alors oui, je reprends la suite. Donc effectivement, donc, comme le disait Delphine, le rôle des parents partenaires et des patients partenaires a été pensé dans l'expérimentation Team & Co à tous les niveaux. Et donc il y a des parents au niveau national et puis il y a des parents au niveau local. Au niveau national, donc c'est Delphine et moi qui sommes deux chargés de mission partenariat en santé. Quel est notre rôle concrètement sur l'expérimentation? C'est vraiment de faciliter l'accès à l'information et de venir soutenir les familles. C'est de participer à la conception d'outils de communication adaptés en y apportant à chaque fois la perspective des familles et en remettant vraiment, en plaçant les besoins des familles et des patients vraiment au cœur des échanges et des réflexions. C'est aussi venir accompagner le développement du partenariat en santé sur les civils qui participent aujourd'hui à l'expérimentation et venir soutenir du coup aussi les parents partenaires qui sont présents au niveau local sur chacune des civils. Et donc l'idée aussi derrière, c'est de travailler en fait une acculturation collective sur ce qu'est le partenariat en santé,
et de développer une communauté de pratique pour pouvoir justement partager, échanger et avoir un langage commun voilà, pour pouvoir mutualiser nos expériences. Et je laisse Delphine vous présenter le rôle des parents partenaires au niveau local. Ouais, vous avez compris, on est un binôme, on fait un ping-pong. Du coup, au niveau local, les parents et patients partenaires, on a un à plusieurs parents patients partenaires sur chaque site. Pour ce qu'il en est de leur rôle et leur mission, il s'agit plutôt, alors eux également, de veiller aux critères les critères d'admission lors des réunions de concertation pluridisciplinaire en local. Il s'agit également d'informer et de pouvoir soutenir les familles avant, pendant et après les stages, de participer activement au développement et de co-animer des ateliers ou des groupes de parole avec les familles lors des stages. On pourra essayer de vous en dire plus lors des questions-réponses éventuellement, puisqu'on a vu qu'il y avait déjà des petites questions sur ce qui se passe en atelier. On vous en dira plus lors de nos petits ateliers questions-réponses. Et ils sont là également donc, pour pouvoir participer au développement du projet en local et participer à l'évaluation du projet. On voulait simplement vous montrer, nous aussi reprendre cette petite carte de France que vous avez vue tout à l'heure avec les différents sites sur lesquels se passent les stages Team & Co. Et avec sur chaque ville les parents et patients partenaires qui sont présents et qui sont aujourd'hui en tout cas les personnes en poste et qui nous accompagnent au quotidien dans leur mission, qui sont pas toujours, qui sont vraiment de très chouettes parents qui font des choses. Donc voilà, on va vous montrer également, là vous avez la carte de France avec tous les parents patients partenaires et vous avez des exemples d'outils qui sont co-construits et co-travaillés, que ce soit au niveau local avec des petits livrets d'informations à destination des familles et des parents qui sont inclus dans les stages, ou les parcours Team & Co, la foire aux questions du site, qui sont des outils qui ont été co-construits notamment au niveau national avec nous et la coordination de parcours avec Morgane, avec les équipes. Voilà. Merci beaucoup Delphine et Christelle, c'est super. J'espère que ça donnera envie à des parents de venir avec vous et de participer à ce que vous êtes en train de créer et à l'échelle nationale et à l'échelle locale. C'est vraiment une belle aventure et ça fait complètement partie de l'expérimentation. Merci beaucoup. Je vais vous demander de quitter la scène pour rappeler maintenant Madame Blaise qui peut cliquer sur le monter sur scène. Bonjour Madame Blaise, du coup je vous remercie, je vais vous laisser vous présenter et moi je vais m'effacer tranquillement et merci de nous donner le point de vue du coup et des directeurs d'établissement à l'échelle évidemment de la Fondation mais aussi à l'échelle nationale. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, à la demande de l'équipe Team & Co que je félicite et que je remercie très sincèrement, j'interviens aujourd'hui en ma qualité de directrice générale de la Fondation Eldis et également en tant que présidente de la commission médicale des soins médicaux et de réadaptation de la FEAP, qui est la Fédération des établissements de santé du secteur privé solidaire non lucratif. En novembre dernier, on a eu l'occasion d'entendre l'intervention d'une partie des équipes de Team & Co lors de la Journée nationale des soins médicaux et de réadaptation organisée par la FEAP. Et les participants ont pu découvrir ce projet ambitieux ô combien essentiel pour les enfants vivant avec une paralysie cérébrale. Les participants étant la plupart du temps des gestionnaires ou des directeurs d'établissement. Donc aujourd'hui, mon intervention porte sur les enjeux avant et après de l'expérimentation pour les établissements. Ils ont été en partie évoqués, ils sont au nombre de 4. Un enjeu relatif à l'identification de l'établissement réalisant des thérapies intensives, un enjeu de financement, un enjeu ressources humaines et un enjeu organisationnel. Concernant le premier enjeu, qui est donc la qualité de l'établissement éligible à l'expérimentation et demain à la mise en œuvre des thérapies intensives, on peut voir que cette expérimentation illustre la capacité des acteurs du système de santé à travailler ensemble en dépassant les différences de statut et de périmètre de compétences. En effet, l'expérimentation réunit aussi bien des établissements du secteur public que ceux du secteur privé solidaire, qu'ils soient CHU ou établissements spécialisés en rééducation. Ils ont un point commun,
et une condition incontournable, leur engagement et leur expertise de rééducation pédiatrique au profit des enfants atteints de paralysie cérébrale. En effet, et vous avez pu le voir, l'activité doit et devra s'adosser à un service existant, disposant d'une expertise en réadaptation pédiatrique pour les enfants avec paralysie cérébrale et avec un engagement d'organiser 4 stages par an en faveur de 10 enfants à chaque fois. Donc, ça va mobiliser plus de 100 professionnels. Donc, cela requiert forcément des infrastructures et une organisation robuste que seuls des établissements expérimentés peuvent assurer. Pour autant, il faudra réfléchir sur certains territoires qui ne disposent pas de services spécialisés en rééducation pédiatrique à l'implémentation certainement des thérapies intensives dans d'autres lieux, notamment adossés à des établissements médico-sociaux, à condition peut-être que des conventions puissent être mises en œuvre avec des établissements de recours afin de bénéficier bien sûr des compétences nécessaires. Donc, vous l'aurez compris, la sélection des établissements, le dimensionnement et la couverture territoriale sont des enjeux déterminants. Sur le deuxième enjeu, ça concerne le financement des thérapies intensives. Un enjeu de taille s'il en est en ma qualité de directeur d'établissement. Et vous l'aurez compris, compte tenu du nombre de professionnels et des infrastructures nécessaires, ces stages représentent un investissement conséquent pour les gestionnaires et financeurs, mais essentiel pour les enfants et leurs familles. Donc, il est absolument primordial que cette expérimentation passe le cap de la transposition dans le droit commun avec des tarifs adaptés pour permettre le maillage territorial. Car si les tarifs sont ceux que nous connaissons aujourd'hui pour la rééducation pédiatrique, qui méconnaît complètement les spécificités des enfants, avec la plupart du temps des tarifs issus de l'activité adulte sans prise en compte de l'intensité de rééducation, nous n'aurons aucune chance de déployer les thérapies intensives. Il va donc falloir réussir l'évaluation pour que le financement des stages aujourd'hui acquis avec l'expérimentation soit bien à la hauteur des besoins des enfants et des investissements des établissements. Le troisième enjeu concerne les ressources humaines. Ils sont au titre de 3 à ce jour. La reconnaissance des métiers, des nouveaux métiers qui émergent, en particulier les coordinateurs de stage et les référents thérapie. Ces fonctions nécessitent un niveau d'expertise combinant formation clinique et compétences managériales. Ces nouvelles fonctions devront faire l'objet d'une reconnaissance spécifique dans les conventions collectives et gageons que les fédérations s'en saisissent avant la fin de l'expérimentation. Le deuxième enjeu des ressources humaines, c'est la formation. Former un coordinateur de stage dure au minimum 2 ans et donc il faudra anticiper cette formation et former plusieurs personnes par établissement pour assurer les déploiements futurs. Et enfin, ça a été cité également, c'est l'implication des parents comme partenaires. Ça soulève des questions de statut et de sécurisation juridique qu'il nous faudra clarifier. Le quatrième enjeu, et le dernier, concerne le challenge organisationnel, tant au niveau territorial qu'à l'intérieur des établissements, puisqu'il va bien falloir consolider des partenariats solides entre tous les acteurs du territoire pour construire ces thérapies intensives. Et donc, il faudra travailler sur des nouvelles conventions avec les acteurs traditionnels comme les CHU, les centres hospitaliers, les établissements de soins médicaux et de réadaptation et les établissements médico-sociaux, mais également les partenaires libéraux. Ces nouvelles coopérations sont un moteur de réussite et nous devons les penser et les anticiper dès aujourd'hui pour qu'elles soient durables. Il y a un enjeu aussi organisationnel à l'intérieur de l'établissement qui va porter les thérapies intensives parce qu'il va falloir combiner et modalités traditionnelles de rééducation pédiatrique et stages intensifs. Donc, il faudra mobiliser de façon conséquente les professionnels au moment des stages intensifs sans léser l'activité traditionnelle des établissements et trouver des espaces qui permettent d'accueillir et l'activité de rééducation au long cours et les stages pour les enfants en thérapie intensive. Donc, après l'expérimentation, l'enjeu donc sera de passer dans le droit commun afin de permettre à tous les enfants concernés d'accéder à ces thérapies intensives. Cela suppose d'anticiper dès aujourd'hui l'organisation, la formation, les équipes et les infrastructures nécessaires. En conclusion, Team & Co est une opportunité unique de passer d'une logique cloisonnée à une logique dynamique, collective et intersectorielle, de passer d'une offre rare à une offre accessible à tous les enfants et de donner aux familles un rôle actif dans le parcours de soins. Nous avons ici une première pierre sur ces débuts d'expérimentation
à nous collectivement d'en faire une construction solide et durable pour tous les territoires français de France et tous les établissements. Voilà, j'ai essayé de faire vite, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Blaise, de porter cette vision. Jusque-là, on a été ensemble pour du coup expliquer Timenco et ses enjeux. Et on va passer à un format plus de questions-réponses en atelier. Donc, on a prévu 3 ateliers. Un premier atelier qui est dédié aux familles et aux personnes concernées. Un deuxième atelier qui est dédié aux professionnels de santé qui se posent des questions du coup peut-être sur les thérapies ou qui concerne directement du coup les professionnels de santé. Et un atelier numéro 3 qui concerne plus les responsables d'établissement et l'organisation des soins. On est certain qu'il faut évidemment faire ensemble, mais que chacun aussi a ses questions spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a créé ces différents temps. On va se quitter pendant 20 minutes en plénière pour aller dans ces ateliers. Donc, bonjour à tous, Carole Vuillereau, je suis PUPH en MPR pédiatrique à Lyon, un des co-porteurs de l'expérimentation article 51 et responsable du groupe de travail autour d'une labellisation, de la création d'une labellisation, ou plus précisément, comment définir les critères de qualité de l'offre de soins. Donc, je vous présente quelques diapos qui montrent l'évolution de notre groupe de travail aujourd'hui, donc quasiment à mi-parcours de l'expérimentation. Un groupe de travail qui est constitué de professionnels des 3 centres porteurs et de parents, représentants des parents partenaires. Le constat, je vais pas m'étaler sur le constat, mais clairement, on voit un engouement pour les thérapies intensives progressives ces dernières années, probablement suite aux recommandations HAS de 2021. On a d'emblée vu un danger de développement de ces approches non maîtrisées qui pourraient perdre leur efficacité, comme cela a été prouvé au niveau scientifique, et se tourner vers des approches un peu plus mercantiles que scientifiques. Donc ça, c'est ce que l'on veut préserver avec cette proposition de label, comme on l'a appelé, de labellisation à l'issue de l'expérimentation de l'article 51, si l'on passait sur une offre de soins généralisée. Donc, un label qui permettrait de se prémunir d'un développement exponentiel de ces thérapies intensives sans leurs critères qualité. Donc, comment nous avons travaillé au sein de cette expérimentation article 51 et comment nous l'avons développé dans le cahier des charges? C'est 3 étapes à ce travail sur la labellisation. D'abord, tenter d'élaborer, surtout pendant la première année d'expérimentation, des critères, donc une première version de ces critères de labellisation à partir de l'expérience de nos 3 centres porteurs, donc Lyon, Brest et Angers. Ensuite, une deuxième phase qui se déroule sur l'année 2, 3, 4, où cette première version de ces critères de labellisation est testée, validée sur nos 3 centres de deuxième cercle qui nous ont rejoints dans l'expérimentation, afin, à l'issue de l'expérimentation, de pouvoir proposer une version consolidée des critères nécessaires pour préserver la qualité de l'offre de soins. Donc, je l'ai dit, un groupe de travail avec les chargés de dissémination des 3 centres, les médecins porteurs et puis représentants des patients et des parents, avec 4 réunions organisées. Ce qui est important dans cette diapo, c'est la synergie qui peut exister entre notre groupe de travail et ce n'est pas une expérimentation, mais ce qui est en cours au niveau de l'ARS Île-de-France, avec des réunions régulières entre Sylvain Brochard et Mathilde Chevignard pour pouvoir se tenir au courant de l'avancée des 2 actions qui proposent des thérapies intensives en France. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? D'abord, on s'est posé la question de proposer des critères différenciés. D'abord, des critères à l'échelle de la structure, donc de l'institution, et puis des critères à l'échelle du stage. Par exemple, ces critères à l'échelle de la structure seraient la possibilité au sein de la structure d'avoir une équipe pluriprofessionnelle de réadaptation. Donc, pas seulement des kinésithérapeutes, mais des kinés, des ergos, des APA.
À l'échelle du stage, par exemple, c'est le nombre maximum d'enfants qui serait indispensable à accueillir par stage ou le nombre minimum de coordonnateurs par stage. On a souhaité aussi apporter des critères qui sont dits utiles, recommandés. On va voir, on les a appelés aussi le bonus de l'excellence. Donc, c'est utile, ça ne veut pas dire que c'est accessoire. On pense que c'est des critères qui sont intéressants à associer, mais qui ne limiteront peut-être pas la labellisation des structures. Alors, ces critères, par exemple, en obligatoire, on restera autour de la formation, sur l'importance de la formation, en particulier des coordonnateurs, sur le fait que les professionnels doivent être formés à l'évaluation, sur effectivement cette formation des référents thérapie alors j'ai mis un exemple puisqu'on propose également des équivalences de formation pour permettre au plus de professionnels de pouvoir intégrer cette approche. Et le deuxième pilier sur ces critères obligatoires, c'est probablement plutôt un pilier autour de l'organisation, avec la possibilité de dédier un temps de coordination institutionnelle dédié au stage, le fait d'avoir un espace dédié à l'activité thérapie intensive. Je crois qu'on l'a beaucoup dit, il n'est pas question que les thérapies intensives soient une grosse vague qui empêche toute autre initiative en réadaptation. Donc, c'est pour ça qu'il semble important de développer cette approche dédiée sur un groupe de patients et non pas de remplacer toutes les interventions qui peuvent être faites dans nos établissements. Alors là, c'est la représentation du noyau. Donc, le noyau, c'est les critères obligatoires et les bonus d'excellence. Alors, c'est l'aspect l'équipe pluriprofessionnelle autour de ce référent formé au DURIM. C'est la possibilité de mettre en place des ateliers d'inclusion des familles pendant les stages. Donc, on l'a mis en souhaitable, mais non obligatoire. Le fait d'organiser des réunions de synthèse formalisées avec les équipes d'aval, et puis d'effectivement au sein des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, d'avoir plusieurs professionnels de différents types dans ces réunions. Donc là comment évaluer ces critères de labellisation? C'est probablement encore une question en suspens. Est-ce qu'on va se baser sur le dossier? Est-ce que le dossier, le fait de demander un dossier comme on le fait dans les labellisations des centres de référence sera suffisant, ou est-ce qu'il ne faudra pas associer également des vérifications sur site avec des audits? Ce qui pourrait être indispensable pour vraiment pouvoir labelliser les structures. Puis la dernière diapo, c'est autour de la transposabilité. C'est comment passer de la version 1 à laquelle on est actuellement à la version 2 qui sera la version finalisée à l'issue de l'expérimentation. Eh bien, c'est cette transposabilité qu'on va tester sur les établissements sur les structures de deuxième cercle, puisque le fait que ça fonctionne bien à Brest, Lyon et Angers, ce n'est pas forcément gage que ça fonctionnera de partout. Et enfin, les questions en suspens. Donc ça, c'est la dernière diapo, parce qu'il y en a encore beaucoup de questions ouvertes auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. C'est qui est-ce qui va porter cette labellisation? Qui est-ce qui va être en charge de décider quelle structure est à même de mettre en place ces thérapies intensives à l'issue de l'expérimentation, si celle-ci rentre dans le droit commun? Quelle méthode sera utilisée? Quel type de structure juridique pourra accueillir ces thérapies intensives? On a beaucoup parlé du fait qu'on aimerait que ça puisse être étendu au-delà du sanitaire pour toucher le médico-social, peut-être le libéral. Comment garantir une répartition géographique et un accès aux soins pour tous les enfants en France? Y a-t-il un volume minimum d'enfants à accueillir par an pour rentrer dans la labellisation, parce que forcément, c'est plus on en fait, plus on devient expert. Et puis, est-ce que l'on ne prendrait pas un critère? Donc, il y a un critère assez dur, mais qui nous semble atteignable. Est-ce qu'on ne prendrait pas un critère basé sur l'efficacité observée de l'intervention dans les structures qui mettent en œuvre ces interventions chez les enfants? Et je crois que j'en ai fini.
Tout à fait, Carole. Merci beaucoup pour la clarté de l'exposé. On est évidemment en train d'apprendre hein, les uns les autres et que donc, ces critères de labellisation future sont aujourd'hui toujours en cours de construction. Voilà, on souhaitait quand même vous indiquer vers où on va pour que l'ensemble du territoire soit prêt demain. On va passer maintenant aux perspectives. C'est la dernière intervention. Je remercie beaucoup Alain Châtelain du coup de clore et de nous montrer un peu les perspectives qu'il y a du côté des familles. Vous avez compris que c'était un enjeu clé pour Team & Co. Et du coup, Alain, on te laisse te présenter et on te laisse la parole. Bonjour à tous et merci. Moi, je suis là parce que je suis un parent et puis je connais un peu le projet pour l'avoir accompagné. Et je dois dire que tout ce qu'on entend est extrêmement motivant. Et peut-être si tu veux, je vais laisser Sylvain passer les slides là, si c'est possible. Donc la suivante. Il y a un petit décalage entre le moment où tu le dis et le moment où ça arrive. Mais normalement, c'est là. Voilà. Donc, clairement, c'est un engagement absolument exceptionnel et qui est du jamais vu dans notre pathologie. C'est plus de 150 professionnels. Avec le temps, ça devient beaucoup plus, mais sur 3 centres porteurs et trois nouveaux centres qui rentrent dans l'étude, plus l'équipe nationale. C'est un rôle nouveau qui existe dans d'autres domaines, en cancérologie par exemple, mais qui a été porté dès le début au sein du projet, qui est celui de parents ou de patients partenaires. Et puis, moi, je mets vraiment dans l'équipe la cellule article 51 du ministère, parce que chacun, bien sûr, est dans son rôle. Mais moi, j'ai vu des gens qui étaient là pour faire avancer des solutions et dans un cadre responsable, mais pour faire avancer des solutions. Donc, pour moi, ils sont clairement dans l'équipe de ce projet. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on est dans le temps long. Regardez pas les dates, je les avais mis à titre exploratoire. J'attendais les dates de Claire Auger-Gendre pour mettre à jour le slide, mais c'était un peu compliqué. Ce projet-là, il est génial, il est absolument indispensable, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on est maintenant en 2026, on a un projet qui va se terminer fin 2028 ou courant 2029 si on prend les évaluations. Et donc, derrière va se poser la question du passage en droit commun. Combien de temps ça va prendre concrètement? Moi, j'ai envie de dire deux choses là-dessus. Le premier, c'est qu'il faut absolument vous inscrire votre enfant. Si vous êtes un professionnel, faire inscrire les enfants. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a fait bouger le dispositif? C'est bien sûr la conjonction de possibilités nouvelles, mais surtout celle d'un besoin. Et donc, je pense que c'est absolument indispensable que le besoin soit enregistré et que donc l'attente, et la justification de ce projet tient à l'importance du besoin et éviter que, au fond, entre guillemets, les enfants disparaissent, c'est-à-dire soit parce qu'on trouve que c'est trop long, soit parce qu'il y a d'autres, soit parce que des places sont déjà prises et les enfants vont sur d'autres initiatives, mais ne sont pas répertoriés, alors que c'est le seul dispositif, cet article 51, qui permettra à terme d'avoir des financements stables pour ces thérapies. Donc, je pense que c'est important de réfléchir à l'accès à l'information, à l'orientation aussi. Est-ce que les professionnels orientent suffisamment? Est-ce que les familles ont accès à l'information? Est-ce que on peut prendre mieux en compte les questions de logement ou de transport? Parce que quelquefois c'est loin, donc on n'a pas évoqué tous ces éléments-là, mais
certainement, c'est une réflexion pour l'avenir qu'il faut avoir. Alors, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut faire quand on est parent et que voilà, on a un enfant qui n'a pas encore son stage de programmé, ou qui en a déjà un et qui se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après. Je pense qu'il faut se réfléchir que l'enfant, on le pense de façon globale, et pas juste est-ce qu'il peut marcher, est-ce qu'il pourrait faire telle ou telle chose. Vous connaissez pour certains d'entre vous ce qu'on a appelé les mots en F. Alors traduit en français, ça fait des mots en F et des mots en A, mais c'est de dire qu'il faut avoir un regard plus global, partir des compétences, regarder l'enfant positivement sur sa fonction, voir sa place dans la famille, ce qu'il fait, ce qu'il aime faire pour entretenir sa forme physique. Est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ses amis? Et puis, comment on peut voir son avenir? Ça veut dire que les questions qu'on se pose, il faut essayer de les envisager globalement, parce que la thérapie, c'est un temps dans la vie de l'enfant, mais il y a tout ce qui est autour. Et puis, on a écrit entre professionnels et familles une charte espace de la rééducation il y a quelques années, qui avait été signée par toutes les parties prenantes, le ministère, les associations, les professionnels, les sociétés savantes. Et cette charte partait des droits de la personne, et de dire, voilà, quels sont les droits de la personne, et d'une certaine façon, à quoi le professionnel s'engage. Et il y a pour moi un temps essentiel, c'est que ce dialogue, il se fait autour de la fixation des objectifs. Et ça, je pense que c'est le premier temps du partenariat. On a évoqué le partenariat sur certains sujets, mais je pense qu'on n'insistera pas assez sur l'importance de cette fixation d'objectifs qui se fait par le dialogue entre les différentes parties. Et donc ça permet de déterminer un certain nombre de choses. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On a obtenu collectivement que la Haute Autorité de Santé produise des recommandations de bonnes pratiques pour la rééducation. Et clairement, il y a plein d'autres choses. Alors, avant de faire des choses d'être tenté de faire des choses qui ne sont pas validées, avant de regarder ailleurs des solutions coûteuses, qu'est-ce que disent les recommandations? Les recommandations mettent en priorité 1 qu'on peut faire du renforcement musculaire, qu'on peut faire de l'exercice pour améliorer ses capacités respiratoires à l'effort, qu'on peut faire de l'entraînement à la marche. Que bien sûr se pose la question des orthèses, etc., d'être inscrit dans. Donc, en dehors des thérapies intensives, il y a aussi l'activité physique, l'activité sportive, l'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est de se dire qu'il y a plein de choses qui doivent être faites, qui sont validées, et faisons d'abord les choses qui sont validées avant de se poser la question et de dire est-ce qu'on ne pourrait pas tester autre chose. Alors, moi, j'ai envie de retenir 4 messages, si j'ai encore de 3 minutes, de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Le premier, c'est un message pour les parents. J'ai dit que c'était un temps long. Je répète, c'est un temps pour agir. Il faut vous inscrire et il faut vous réinscrire si les enfants ont déjà fait un stage. Si vous pensez qu'il y a besoin d'un deuxième, il faut le faire. La deuxième chose, c'est que je vous invite, pour ceux que ça peut intéresser, ceux qui peuvent en avoir la disponibilité et la curiosité, de vous poser la question de devenir parent partenaire et donc de vous engager dans un cycle de formation pour cela. Si vous êtes professionnel, le temps est long peut-être, mais en fait, non, pour vous, il est court. À mon avis, c'est un temps court pour être prêt. S'il faut préparer une labellisation, ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans le parcours du renouveau. Le parcours du renouveau, il passe par le partenariat. Il va passer bientôt par la mise en place d'une filière de centres de référence. Claire a évoqué le parcours de rééducation renforcée qui se met en place pour les jeunes enfants. Et puis, il y a des enjeux de coordination qui vont se poser entre les différents dispositifs. Donc, ça veut dire que la formation est un enjeu majeur à la fois dans les compétences, mais dans les organisations.
Pour les directions, il y a plein de choses, mais j'ai envie de leur dire, il faut embaucher des parents partenaires. Ça veut dire qu'il faut sortir du bénévolat par défaut. Je suis bénévole, le bénévolat est bien sûr tout à fait respectable quand c'est un choix, mais si on veut pouvoir avoir le temps de se former, avoir les disponibilités, il faut pouvoir contractualiser. Et le dernier point, des personnes à qui je voudrais envoyer un message, c'est le ministère. Alors, un temps pour dire que c'est pas la fin des temps. Et donc, effectivement, il y a le temps du projet, mais après, c'est dans cette image, c'est voilà, derrière ce temps du projet, il y a des familles. Et donc, l'innovation, pour moi, est un droit commun. Ça ne veut pas dire que ce projet-là, cette thérapie-là est un droit commun avant d'avoir été évalué, mais que le but du jeu, c'est de faire passer l'innovation dans le droit commun. Et donc, pour moi, ça suppose aussi qu'on pense la formation, mais la formation initiale, et qu'on fasse émerger le nombre de professionnels dont on a besoin. Et il y a beaucoup d'endroits qui manquent de ces professionnels. Voilà. Donc, j'avais dit 4 messages, mais forcément, j'en ai un 5e. Pour moi, c'est de dire que si on veut plus d'innovation, il faut plus de recherche. Et pour qu'il y ait plus de recherche, il faut que nous mobilisions tous. Il faut que vous vous mobilisiez avec nous pour faire remonter ce besoin et mobiliser pour cette cause. Merci à tous. Merci beaucoup, Voilà. Alain. Ça va être la fin du coup du webinaire, ce sera les derniers mots, mais avant de nous quitter, vous avez compris que c'est un premier webinaire. On voit qu'il y a énormément de questions de toutes les parties. Donc, on est en train de créer cette communauté Team & Co qui fera que demain, on sera tous ensemble pour, avec nos différentes compétences et nos différents points de vue, arriver à construire. Donc, on va sûrement faire un deuxième webinaire.